Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'instrumentation appliquée aux techniques d'amélioration et de renforcement de sol. Alors, rapidement, le contenu. Nous allons voir ensemble quels sont les paramètres à mesurer, comment on va les mesurer, et puis pour quelles techniques d'amélioration et de renforcement de sol on va les préconiser. Puis je vous présenterai quelques exemples à la fin de cette présentation. Alors, pour débuter, j'aimerais essayer de répondre à cette question. Pourquoi instrumenter ? Alors, je dirais tout d'abord pour comprendre. Lorsqu'on développe des techniques d'amélioration de sol, on a besoin de disposer d'ouvrages instrumentés pour comprendre et analyser les mécanismes mis en jeu. Ensuite, ces mécanismes sont en général mis en équation et on a besoin de nouveaux ouvrages instrumentés pour pouvoir vérifier que ces équations s'appliquent bien. Le géotechnicien doit construire dans des zones de moins en moins constructibles et les techniques d'amélioration et de renforcement de sol ont tendance à se complexifier ainsi que leur dimensionnement. Et heureusement, le géotechnicien dispose d'outils numériques puissants, mais qu'il est nécessaire de calibrer. Et donc, l'instrumentation est un bon moyen pour calibrer ces modélisations numériques. Ensuite, lorsque les techniques d'amélioration de sol sont largement éprouvées, il est aussi intéressant de pouvoir suivre le comportement du sol dès son traitement ou dès la construction de l'ouvrage pour pouvoir anticiper ensuite le comportement de l'ouvrage à plus long terme. On parle dans ce cas-là de méthode observationnelle. Et puis je dirais aussi que l'instrumentation permet de rassurer. Alors rassurer le géotechnicien qui a proposé la technique d'amélioration de sol, l'entreprise qui l'a mise en œuvre ou encore le maître d'ouvrage qui l'a validé. Donc on classe en général les techniques d'amélioration de sol en deux familles, sans inclusion et avec inclusion. Dans le premier cas, on va vouloir diminuer l'indice des vides, soit par des méthodes vibratoires, soit par des méthodes statiques. Et puis dans le deuxième cas, avec inclusion, on va chercher à homogénéiser les caractéristiques de sol en redistribuant la contrainte. Donc quels sont les paramètres que l'on va mesurer? Dans le cas des sols grenus, les méthodes avec vibration vont avoir tendance à densifier le sol et nous, on va mesurer les résultats de cette densification, c'est-à-dire le tassement. Dans le cas des sols fins, lorsqu'on va appliquer des charges statiques, le tassement va être en grande partie consommé par la consolidation du sol. Et là aussi, on va pouvoir mesurer directement le tassement, mais aussi on va pouvoir vérifier que la consolidation est bien effective en mesurant les variations de pression interstitielle à l'intérieur du sol. Et puis, pour les techniques avec inclusion, on va soit directement mesurer la contrainte qui s'applique sur les inclusions, ou bien on va vérifier que le sol n'est pas sollicité, c'est-à-dire contrôler qu'il n'y a pas de surpression interstitielle, et puis finalement on va toujours vérifier le tassement de l'ouvrage. Donc je présente ici différentes techniques d'amélioration de sol, les principales, et je présente aussi les paramètres qui sont en général mesurés. Donc on voit que le tassement est mesuré dans la plupart des cas. Alors il peut être mesuré en phase de traitement ou pendant la construction de l'ouvrage. On voit aussi que dans certains cas, on va mesurer les variations de pression interstitielle ou encore dans des cas plus rares, le transfert de charge. On voit aussi dans ce tableau que ces mesures sont très souvent associées à des essais in situ pour contrôler l'efficacité de l'amélioration, des essais type pénétrostatique par exemple. Alors avant de poursuivre, je voudrais faire un petit point sur un élément qui me semble important d'une instrumentation, c'est le plan d'auscultation. Je vais essayer de le présenter en 4 principales étapes. Tout d'abord, c'est le géotechnicien qui va définir les paramètres à suivre ainsi que leur amplitude. Ensuite, l'entreprise qui va être en charge de l'instrumentation va définir les points de mesure. Alors, définir le nombre des points de mesure et puis leur emplacement dans l'ouvrage pour qu'ils soient représentatifs du comportement de l'ouvrage. Il faudra donc proposer une instrumentation qui va être redondante, tout en restant discrète, afin que les capteurs ne modifient pas, la présence des capteurs ne modifie pas les paramètres qu'ils cherchent à mesurer. Ensuite, on va pouvoir choisir les types de capteurs, donc en fonction de leur technologie, leur plage de mesure, leur précision, puis d'autres paramètres, et on va fixer les fréquences des enregistrements. Donc l'ensemble de ces éléments va nous permettre de définir le système d'auscultation. Donc les différents moyens de mesure que l'on a à notre disposition. Alors j'ai différencié ici la topométrie qui est pour moi un moyen d'auscultation avec l'instrumentation. Et dans l'instrumentation, j'ai différencié la partie des capteurs qui sont enfouis dans le sol et les unités de mesure mobile. Donc les capteurs vont permettre de faire un suivi en continu alors que les unités de mesure mobile plutôt un suivi périodique.
Par contre, les unités de mesure mobiles sont mutualisables parce qu'elles ne restent pas à demeure dans le sol, et on peut aussi assurer leur maintenance métrologique, ce qui n'est pas le cas pour les capteurs enfouis. De façon générale, on va dire que les capteurs seront plus discrets que les unités de mesure mobiles. Alors j'ai mis des petits schémas ici, des petits pictogrammes qu'on retrouvera dans la suite de la présentation quand je vais présenter en détail les appareils de mesure. Donc on a vu que le tassement était très couramment mesuré, donc il existe de nombreux dispositifs de mesure pour l'évaluer. On peut mesurer le tassement sur des profils verticaux, sur des profils horizontaux, ou aussi en des points particuliers. Alors tout d'abord, pour les profils verticaux, on dispose du tassomètre magnétique en forage. C'est un dispositif très simple, il suffit d'introduire une sonde dans un tubage qui est scellé au sol. Autour de ce tubage, on dispose à certaines profondeurs des bagues magnétiques, et puis lorsque la sonde va arriver au niveau de la bague magnétique, on a un petit signal sonore qui va nous indiquer la profondeur de la bague. On peut donc suivre ainsi le tassement. Bien entendu, il faut qu'on ait une bague qui soit à un endroit qui n'est pas soumis au tassement, donc suffisamment en profondeur, ou si ce n'est pas possible, on va faire la topo en tête du tubage pour pouvoir avoir une référence. Donc un des inconvénients principaux de cette technique, c'est que, comme on le voit ici, c'est que le tubage va traverser le remblai, ce qui peut poser des problèmes au niveau de la mise en œuvre. Un autre dispositif qui fait le même type de mesure, mais qui n'a pas ce problème de traversée du remblai, c'est l'extensomètre multipoint en forage. Donc en fait, il est composé de différents ancrages qui vont être scellés dans le sol à différentes profondeurs et qui vont être connectés à des petits capteurs de tassement qu'on voit ici, qui sont disposés dans la tête du dispositif par des tiges. Donc on peut suivre par ce moyen-là le tassement sur un profil vertical. On peut aussi choisir de mesurer le tassement en des points précis sous l'ouvrage. Donc pour cela, on va disposer de différents outils. Tout d'abord, les piges tassométriques. C'est des moyens de mesure très simples. On va faire la topométrie des tiges qu'on a installées sous l'ouvrage. Là aussi, on peut avoir quelques petits soucis parce que les piges vont traverser le remblai. Et donc, au niveau du compactage ou de la mise en œuvre du remblai, ça peut poser quelques soucis. D'autres dispositifs évitent d'avoir ces petits problèmes. Par exemple, les capteurs de tassement hydraulique. Alors, ce sont des petits capteurs de pression qui sont connectés en série par une ligne hydraulique à un réservoir que l'on dispose en dehors de la zone de tassement. Et donc, par mesure de variation de pression, on va pouvoir mesurer le tassement de chaque capteur sous l'ouvrage. Et puis enfin, il existe des dispositifs qui permettent de faire des mesures sur des profils horizontaux, tels que le profilomètre ou l'inclinomètre horizontal. Alors il faut bien voir que pour toutes ces mesures-là, on a toujours besoin de faire de la topo pour bien niveler les plots où on va faire le départ et l'arrivée des mesures. Pour mesurer les pressions interstitielles dans le sol, on va disposer des capteurs de pression interstitielle qu'on va mettre. En général, on essaie de les mettre au milieu de la couche de sol compressible lorsqu'elle est drainée sous ses deux faces. Pour mesurer le transfert de charge, donc le transfert de charge, c'est une mesure qui est assez liée aux inclusions rigides ou aux inclusions en général. Donc on va disposer de capteurs de pression totale que l'on va disposer soit sur les têtes d'inclusion, soit sur le sol. Alors, pour mon expérience, j'ai toujours trouvé que lorsque les capteurs étaient posés sur les inclusions, on avait des meilleurs résultats que lorsqu'ils étaient posés sur le sol. Enfin, il existe d'autres dispositifs bien connus des géotechniciens, par exemple l'inclinomètre vertical en forage. Alors nous, on va l'utiliser dans les techniques d'amélioration de sol pour mesurer, par exemple, les déplacements horizontaux en pied d'un talus. Il existe une norme qui permet de décrire ce type d'essai-là. Des capteurs qui sont un petit peu moins connus, mais qui sont en fort développement, ce sont des capteurs optiques par fibre optique. Donc là, je présente un exemple appliqué pour la mesure des déformations des géosynthétiques. Vous savez, les géosynthétiques de renforcement sont assez couramment appliquées dans certaines techniques d'amélioration de sol. Et ça peut être très intéressant pour bien comprendre les mécanismes, de pouvoir mesurer leur déformation. Alors, il existe différentes techniques de mesure de déformation par fibre optique. On peut avoir des techniques ponctuelles, comme les techniques par réseau de Bragg, ou des techniques qui permettent d'avoir une mesure répartie, comme la réflectométrie Brillouin ou Rayleigh. Alors avec la réflectométrie Brillouin, on va plutôt faire de la surveillance parce qu'on peut instrumenter de très très grandes distances, mais on a une résolution spatiale qui est métrique. Par contre, avec la réflectométrie Rayleigh, on va plutôt faire de la mesure parce que les longueurs d'investigation sont plus courtes. Par contre, on a une résolution spatiale millimétrique qui peut être très intéressant pour bien comprendre les mécanismes de mise en tension des géosynthétiques autour des inclusions, dans un cas de renforcement par inclusion rigide, par exemple.
Alors les avantages de ces moyens optiques sont nombreux, hein, ils sont très discrets, on peut complètement les intégrer dans les nappes géosynthétiques, et puis ils sont aussi très précis. Par contre, ils ont encore une petite limite, c'est au niveau du coût des centrales d'acquisition. Un petit point sur un autre élément de l'instrumentation, qui est la mise en œuvre, qui est un élément important de l'instrumentation. Il faut vraiment que la mise en œuvre d'une instrumentation soit intégrée parfaitement dans le planning des travaux. Et si on veut éviter les risques d'endommagement, il faut vraiment que l'instrumentation soit considérée par tous les acteurs du chantier comme un élément à part entière de l'ouvrage. Ensuite, une fois qu'on a installé les capteurs, on se doit de rédiger un rapport de mise en œuvre qui va préciser l'implantation des capteurs, le mode opératoire d'installation et puis différentes fiches techniques, les fiches d'étalonnage des capteurs par exemple. Si on les a connectés à une centrale d'acquisition, il faut le plan de connexion. Et puis, si on envisage une maintenance, il faut aussi fournir le planning de la maintenance. En fonction du type de mesure que l'on va faire, on va avoir une chaîne de suivi qui va être un petit peu différente. Avec des unités de mesure mobile, on va venir faire la mesure avec la sonde. Ensuite, on va manuellement la transférer à l'ordinateur. Et puis, on va pouvoir faire l'exploitation des mesures. Lorsqu'on va faire des mesures avec les capteurs, notamment lorsqu'ils sont connectés à une centrale d'acquisition, on va un petit peu plus automatiser ce suivi, parce que la centrale d'acquisition va pouvoir faire automatiquement l'enregistrement des données, le transfert des données à une fréquence que l'on a prédéfinie. Ensuite, il existe des petites routines qui permettent de récupérer les données, de les mettre au bon format, d'éliminer les mesures aberrantes afin de proposer des fichiers propres aux géotechniciens pour qu'ils en fassent l'exploitation. Donc, pour faire une bonne interprétation, il faut, au début de l'instrumentation, essayer de mettre en place une bonne stratégie de détection des défaillances en connaissant les capteurs que l'on va mettre en place et en connaissant les facteurs extérieurs auxquels ils vont être soumis. L'objectif de l'interprétation, ça va être de comprendre le comportement de l'ouvrage et de prévoir ses évolutions avec le temps. Donc là aussi, on se doit de faire plusieurs rapports d'auscultation pendant le suivi, et ces rapports d'auscultation doivent dresser un bilan de l'état de l'ouvrage, doivent traiter et analyser les mesures en présentant ces mesures sous forme de graphiques simples. On doit ensuite interpréter les mesures pour proposer ou pour prévoir l'évolution du comportement de l'ouvrage. Puis ensuite, on peut aussi présenter quelques recommandations sur l'auscultation au cours du temps. Alors, je vais vous présenter quelques petits exemples. Alors, c'est des exemples en A, hein, c'est SEA, ICEDA et IKEA. Alors, SEA, Bruno Simon vous a dit quelques mots déjà. Alors, c'est un tronçon de la ligne grande vitesse SEA. C'est juste avant de traverser la Dordogne quand on vient de Paris. Et si on voit la coupe géotechnique du sol, on voit qu'on a de la tourbe, de l'argile, et puis qu'on a un sol qui n'est pas très sympathique pour construire un remblai ferroviaire. Donc la solution, Bruno vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'était donc de battre des inclusions rigides à travers une plateforme d'1 mètre, une plateforme de trafic d'1 mètre avec des dalettes. Et puis nous, on a proposé plutôt cette solution-là à partir de l'expérience que l'on avait acquise dans Aziri avec des géosynthétiques. Donc on a pu faire 3 plots instrumentés, non 4 plots instrumentés, pardon, 1 avec la solution de base, avec les dalettes, et 3 avec les géogrilles en faisant varier le maillage. Donc on voit ici une coupe de l'instrumentation. On a mis des inclinomètres avant de battre les inclusions rigides, et vous verrez que ça a eu une importance au niveau de l'analyse. On avait aussi des tassomètres magnétiques en forage pour mesurer le tassement sur des profils verticaux. Puis si on fait un zoom au niveau des mailles centrales, on avait mis des capteurs de contrainte sur les inclusions sur le sol, en dessus et en dessous de la plateforme de transfert de charge pour essayer de bien comprendre les mécanismes. On a mis des capteurs de tassement au niveau des têtes d'inclusion, dans le remblai, et puis aussi des capteurs à fibre optique dans les nappes géosynthétiques. Donc on voit ici hein, les petites photographies des capteurs que nous avions installés. Donc quelques résultats. Donc cette instrumentation, je n'ai pas dit, elle a débuté en 2012 et elle s'est suivie jusqu'en 2017. Donc on a eu quand même un suivi assez long. Donc si on voit ici les mesures inclinométriques lors de la mise en place par battage des inclusions, on voit qu'on a eu un déplacement horizontal non négligeable. On est venu battre les inclusions près des inclinaux, ce qui a validé le choix des inclusions préfabriquées battues plutôt que d'autres types d'inclusions rigides dans ce type de sol. Ensuite, si on regarde le petit schéma en haut à droite, sur le transfert de contraintes que l'on a mesuré sur les inclusions rigides et sur le sol, on voit qu'on a une très bonne efficacité de ce dispositif, et on a aussi vu que les dispositifs, que l'amélioration de sol avec géogrille
apporter les mêmes efficacités que l'amélioration de sol avec les dalettes. C'est pour ça que c'est cette solution au final qui a été retenue et qui a pu faire une économie de près de 28% des inclusions rigides mises en place sur le site. Et puis un dernier point qu'on a pu voir grâce à la fibre optique installée dans les géogrilles, c'est que la géogrille supérieure avait... la géogrille inférieure avait tendance à plus travailler que la géogrille supérieure et que les géogrilles avaient tendance aussi à plus travailler près des têtes d'inclusion, et c'est un résultat qu'on avait déjà mis en évidence dans les expérimentations en vraie grandeur d'Aziri et qu'on a pu valider avec cette expérimentation. Un deuxième chantier d'inclusion rigide, le chantier d'ICEDA. Alors Bruno Simon en a parlé aussi, mais ce n'est pas le plot qui a été fait que je vais vous présenter, mais c'est l'instrumentation qui a été réalisée sous le bâtiment. Donc c'est un bâtiment d'entreposage de déchets faiblement radioactifs. L'instrumentation a été installée en 2010 et elle est toujours active, on fait toujours le suivi. Donc on a des inclusions, alors c'est un peu particulier, on a des inclusions qui font 35 mètres de long, 1 mètre de diamètre, ce sont des pieux, et ils sont inscrits dans un maillage de 6 mètres sur 6 mètres. Et on a eu la chance de pouvoir faire une instrumentation très complète avec deux plots parallèles, donc pour la redondance, c'est quand même très intéressant. Et on a pu donc mesurer le transfert de charge dans la plateforme granulaire. Alors là aussi, la plateforme granulaire faisait 2 mètres d'épaisseur, donc on a pu mettre 3 lits de capteurs. On a pu aussi mesurer le tassement dans la plateforme de transfert de charge. On a pu mesurer des profils de tassement verticaux. On a pu mesurer la déformation tout au long des pieux à l'aide de sister bars. Et puis on a pu aussi mesurer la pression interstitielle dans le sol avec des capteurs de pression interstitielle. Alors, quelques résultats. Tout d'abord, la mesure de la contrainte sur le sol et sur les inclusions. Alors, là, on voit comme les inclusions faisaient 1 mètre de diamètre, on n'a pas pu mettre des capteurs qui faisaient 1 mètre de diamètre, ce n'est pas très pratique. Donc, on a mis plusieurs capteurs sur les têtes, on les a répartis sur les têtes, et c'était intéressant parce que ça nous a permis, en fonction de la disposition de ces capteurs, de vérifier qu'on n'avait pas une répartition de la contrainte uniforme sur l'inclusion, ce qui n'est pas évident a priori. Donc, on a vu, donc, oui, on a des mesures de 2010 jusqu'à là, 2016, on a des mesures qui sont très stables avec le temps et on a une efficacité qui est relativement bonne. Donc on va poursuivre ces mesures lorsque les déchets radioactifs vont être installés au droit des zones instrumentées pour voir comment le transfert de charge va se faire. Et puis un autre résultat qui était intéressant, à l'aide des capteurs, donc des sister bars qu'on avait mis dans les pieux, on a pu mesurer la déformation le long des pieux et en déduire le point neutre, le transfert de charge par frottement qui se faisait entre le sol et les pieux. Un dernier ouvrage que je souhaitais vous présenter, il a déjà été présenté au JNGG à Nancy par Géolith, c'est la construction, enfin l'amélioration de sol sous un bâtiment, une surface commerciale. Donc on voit qu'on avait un sol compressible avec des épaisseurs assez importantes. Et il a été décidé de faire un remblai de préchargement avec une méthode observationnelle pour faire cette amélioration de sol. Donc là, pour un ouvrage, on va dire, courant par rapport, par exemple, à ICEDA, qui est un ouvrage exceptionnel, il y avait énormément de capteurs, il y avait 13 profils instrumentés, avec beaucoup de capteurs qui mesuraient le tassement, mais des capteurs de technologies différentes. Donc là, on a eu, par exemple, un très bel exemple de redondance technologique pour mesurer de façon différente le tassement. Il y avait aussi des mesures inclinométriques, des mesures de pression interstitielle, et l'ensemble de ces mesures étaient couplées à des essais de contrôle avec du CPTU. Donc, quelques résultats. On voit ici des profils de tassement verticaux faits à l'aide de profilomètres ou des mesures de tassement isolées à l'aide des boules tassométriques. Alors, tout ça pour vous dire que cette instrumentation, plus une analyse qui a été bien, enfin, je trouve qui était pointue, a permis de bien différencier la phase entre la consolidation et le fluage, et ça a permis d'apporter des actions correctives lors du préchargement pour atteindre les objectifs de tassement qui étaient prévus et puis pour livrer la plateforme dans les délais impartis. Donc pour conclure, l'exemple précédent vous montre bien que la méthode observationnelle est bien adaptée aux techniques d'amélioration et de renforcement de sol. L'instrumentation d'ouvrage réel est un bon moyen pour développer les nouvelles techniques et puis pour continuer à les vérifier. Ensuite, la réussite d'une instrumentation va quand même requérir son acceptation par tous les acteurs de la construction de l'ouvrage si on veut espérer que cette instrumentation vive bien. Et puis, je dirais que l'instrumentation, c'est quand même encore un domaine un petit peu particulier. Il faut qu'il soit réservé à des spécialistes avec une double compétence
en métrologie et en géotechnique. Merci. Merci Laurent pour cette présentation. Des questions ? J'en ai une si... voilà, dans le cas des inclusions rigides, on cherche souvent à mesurer le report de charge. Donc on mesure la contrainte avec un capteur de pression totale, on mesure la charge qui passe dans la colonne, et puis on cherche aussi à mesurer la charge qui passe dans le sol. Quand on fait la somme des deux, colonne plus sol, on se rend compte qu'on a souvent moins, c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas la conservation de la charge, c'est-à-dire que la somme des deux est inférieure à la charge totale appliquée. Et pourtant, si on se fie à la physique, la charge elle ne disparaît pas. Et est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce qu'on sous-estime la charge dans le sol ? Est-ce qu'on sous-estime la part de la charge qui passe dans la colonne ? Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Est-ce que ça se retrouve aussi systématiquement ? Oui, alors on l'a retrouvé assez systématiquement. Alors, je pense que les capteurs de pression totale marchent plutôt bien lorsqu'ils sont posés sur les inclusions rigides. Lorsqu'on pose les capteurs sur le sol, alors déjà la contrainte n'est pas forcément homogène sur le sol. On a fait une petite expérimentation récemment où on a mis un capteur annulaire autour de l'inclusion. On a vu qu'autour de l'inclusion, on avait une contrainte qui était beaucoup plus importante qu'entre deux inclusions. Donc on n'a pas beaucoup de contraintes sur l'inclusion et rien sur le sol. On a une diffusion qui se fait. Donc tout ça additionné, on peut peut-être retrouver la contrainte. Bon, la difficulté quand même reste pour mesurer de la contrainte sur le sol, c'est vraiment pas simple parce que les capteurs ne sont pas forcément horizontaux, ils créent un point dur qui peut transférer un peu la charge, donc c'est pas le meilleur moyen de mesurer la contrainte. Je pense qu'il est préférable de la mesurer sur l'inclusion. D'accord. Merci. D'autres questions ? Non. Oui. J'ai eu une expérience un peu malheureuse avec l'instrumentation sur des jeux textiles et des nappes de treillis soudés. Et à chaque fois, en fait, qu'on a voulu en mettre, cette instrumentation était endommagée par le terrassier qui a compacté au-dessus. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'il y a des dispositions constructives pour protéger ces capteurs ou c'est peine perdue, à chaque fois ils vont être démolis par le compactage? Non. Alors, je pense que souvent les instrumentations qui ont été détruites, c'était plutôt des extensos qui étaient posés sur les jeux synthétiques. Alors, c'est pas forcément les capteurs les plus adaptés parce qu'ils sont déjà un petit peu gros, et puis ils vont être fragiles par rapport à l'effet membrane que peut subir un jeu synthétique. Et c'est pour ça que je montrais tout à l'heure qu'il me semble que les capteurs à fibre optique sont vraiment les meilleurs moyens de mesurer la déformation dans les jeux synthétiques ou dans les treillis soudés. L'avantage des capteurs à fibre optique, c'est qu'ils peuvent vraiment être intégrés dans la chaîne de production au cœur du géosynthétique. Donc, en gros, si le capteur à fibre optique est détruit, c'est que ton géosynthétique est détruit. C'est pas bien non plus. Mais bon, au moins, c'est une information. Ouais. Une question. Donc, tous ces procédés, en fait, ils se sont bien adaptés, bien sûr, pour des travaux terrestres. Et dans le cadre de travaux maritimes, on se pose parfois des questions. Par exemple, lorsqu'on a besoin de mettre en œuvre des profilomètres, enfin l'équivalent de profilomètres, oui, d'inclinomètres. Dans le cadre de travaux maritimes, c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est peut-être un champ où on aurait besoin d'une meilleure connaissance. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'instrumentation des travaux maritimes. C'est vrai que ça doit être un champ un petit peu particulier. Je ne sais pas s'il existe des spécialistes de ce domaine-là, si des capteurs sont spécifiquement développés pour ces moyens-là. Mais c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est très différent de la géotechnique terrestre, on va dire. Et donc, il faut vraiment développer des moyens particuliers, je pense. Ça suscite d'autres questions ? Non ? Oui, alors j'avais une question en fait par rapport à ton instrumentation de colonne. Tu sais, donc avec ton expérience, tu as instrumenté plusieurs fois donc des charges le long des colonnes ou des charges en tête de colonne pour des sols, on va dire, plus compressibles, enfin assez compressibles. Parce qu'en fait, quand on a fait Aziri, on avait fait pour caractériser un peu le comportement d'une colonne, on avait fait l'essai de chargement, palier d'une heure, des choses comme ça. Est-ce que pour ces sols compressibles, est-ce que ces essais ont un sens en fait? Est-ce qu'en une heure, par exemple, on arrive vraiment à avoir la réponse du sol? Parce que pour des sols aussi compressibles, est-ce qu'il y aurait pas, est-ce
est-ce que tu as réfléchi, enfin bon, après je réfléchis tout haut aussi, hein, donc à des types d'essais qui pourraient permettre en fait de mieux caractériser le comportement de la colonne, isolé, seul, sans faire bien sûr un remblai, etc. quoi. Oui, je pense que Bruno Simon confirmera peut-être ce que je dis, mais les essais que vous aviez faits, que ce soit pour le chantier de Saint-Ouen-l'Aumône ou de Chelles, avaient été très intéressants parce que ça a permis vraiment de caler la méthode de dimensionnement des inclusions rigides. Donc je pense que les essais que vous aviez faits étaient très adaptés. Hein, Bruno ? Oui, à condition de les faire avec une instrumentation le long de la colonne. Même l'essai de chargement en tête, il apporte des infos. C'est pas du tout le mode de fonctionnement, mais il apporte des informations sur le comportement à la pointe. Et ce que l'on constate après, c'est que dans le réseau d'inclusion, ce que l'on observe en tête de l'inclusion, c'est ce qui se passe en pointe de l'inclusion zéro. Ça, je comprends bien, parce qu'a priori, la pointe est dans un sol qui est de meilleure qualité, on va dire. Donc là, on se retrouve dans le cas d'essai de chargement de pieux qu'on connaît, mais c'est vrai que pour la partie, dans la partie de sol de mauvaise qualité, de médiocre, on se demande, voilà, est-ce que ce type d'essai est adapté? Enfin, c'est une question que je me suis... parce que j'ai assisté à d'autres essais sur les inclusions, et effectivement, on se pose cette question-là. Voilà. De mémoire, hein, pour le chantier de Chelles, vous aviez instrumenté une inclusion flottante et une inclusion ancrée, et bon, les résultats avaient été exploitables. C'est toujours exploitable un essai. Bien, merci. Laurent.